Hello there. Oh merde. Ping! Patatras paf! Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien du French Onion, comme d'habitude. Oh, je suis très content de vous retrouver. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc, armes réglementaires délicieuses. Vous le savez sans doute, je suis très fier de ma collection de réglementaires français. J'aime pas le tir à poudre noire. Ça me fatigue profondément. Mais quand il s'agit de ces armes-là, l'émotion surpasse tout inconvénient. Et comme en plus c'est ma vraie spécialité d'armurier, bah ça fait mucho plaisir quoi, parce que l'histoire, je la connais. Il y a en France réglementaire 4 catégories d'armes. A, B, C, D. Ah non, pardon, ça c'est les catégories de ceux qui aiment pas les armes. Vous avez dans un premier temps le prototype, qui est en fait un brouillon destiné à savoir si les choses vont fonctionner, et si elles fonctionnent pas, pourquoi. Vous avez la pré-série. Ça, c'est pas très utilisé chez nous, et quand c'est utilisé, c'est surtout utilisé tardivement. Et puis vous avez les armes de série, qui sont tout bonnement définitivement adoptées, et en masse. Et puis, juste entre le proto et la pré-série, vous avez l'arme d'essai. Et comme son nom l'indique, c'est destiné aux essais. Alors attention, quand vous voyez arme d'essai écrit dans un titre de vente, c'est souvent du marketing, et c'est souvent parce que ça fait bien. Non, la carabine Thierry n'est pas une arme d'essai, c'est une arme de série. Non, le mousqueton Arcelin n'est pas un prototype, là pour le coup c'est vraiment une arme d'essai. Quand vous voyez essai dans un titre, méfiez-vous, la moitié du temps c'est juste pour faire plus vendeur. Et donc, dans ma pas si modeste collection désormais, j'ai un fusil d'essai. Le Cordier Minier. M'a fait de l'œil pendant tellement longtemps que je ne l'ai pas abandonné. J'ai fini par me ruiner pour l'acheter. Il était pas si cher, mais je me suis quand même ruiné. Alors, si je dois être parfaitement honnête avec vous, j'ai restauré ce truc. Il avait pas cette tête-là en arrivant. Je l'ai restauré, c'est pas parfait, on est d'accord. Je vous mets une vidéo très accélérée du processus maintenant. Et pour ceux qui veulent, je vous propose le film complet sans coupe de la restauration d'une pièce. La bride, pour être exact. Mais je préviens, c'est long, ça fait 45 minutes. Et c'est chiant. J'ai disséminé des blagues un petit peu partout, mais ça induit de lire et donc d'être attentif. Voilà, le lien est dans la description, c'est en non répertorié. C'est vraiment que pour les masochistes qui veulent absolument voir comment je fais. Mais vous plaignez pas, hein. D'ailleurs, je vais insulter ceux qui se plaignent. J'annonce. Bref, bon, déjà, on lit un peu partout que ça a été inventé par messieurs Cordier et Minier. Alors non, théoriquement, ça devrait être Minier-Cordier, dans ce sens-là, vu que c'est Minier qui a inventé tout ça. Tout ça,
Non, pas tout à fait. Bonjour, je suis Monsieur Minier. J'ai une balle et j'ai une idée. Bonjour, je suis Monsieur Cordier. J'aime votre balle et j'ai des mains. Il a d'abord et avant tout eu l'idée de la balle qu'on lui connaît, la Minier. On va en reparler, mais surtout, d'abord et avant tout, de la longueur du canon. Maintenant, de là à dire que c'est Minier qui a tout fait... D'une part, son idée, c'était vraiment pas de faire un fusil pour la gloire, Il fallait le présenter à l'autorité militaire et le faire adopter. Ensuite, j'ai passé personnellement beaucoup trop de temps avec des gens parfaitement incapables de mettre un coup de tournevis pour ne pas me douter de ce qui a pu se passer. Je suis monsieur le commandant Minier, mon idée doit rester pure et vous allez me faire un fusil de 70 cm de long. Je suis monsieur, j'ai le tournevis en main et pas toi, Cordier. Et je te dis que si ton canon fait pas 72 cm de long, ça ne marche pas. Alors, moi je suis le maréchal Vogel je parle, Randon. Et en fait, vous avez tort tous les deux. De toute façon, c'est moi qui signe. Le cordier minier, c'est donc la résultante d'une conjonction entre plusieurs facteurs. D'une part, un cahier des charges bien poussiéreux. D'autre part, des impératifs techniques de Cordier, qui était l'armurier et qui était encore soumis aux lois de la physique. Et enfin, des idées théoriques de Minier, qui étaient très bonnes sur le papier, mais en pratique, les idées, ça se traduit pas toujours en réalité. Première de ces idées donc, la balle, la fameuse Minier, qui a été proposée par l'homonyme donc en 1846. C'est une balle plomb, cylindro-conique, légèrement sous-calibrée par rapport au canon, donc facile de chargement, et dotée d'une jupe. Une jupe ? Alors non, en fait cette jupe, en voici une, cette jupe c'est le vide laissé par autre chose. Et à la base, cette autre chose là, c'était un pion en fer et en forme de dé à coudre. À la base, Minier pensait ce pion comme servant justement à faire gonfler la balle lors du coup. Bah oui, comme il est en fer, il a moins d'inertie que le plomb autour, puisqu'il est moins lourd. Et donc, de ce fait, comme il est plus rapide, il allait avancer plus vite et pousser le plomb dans tous les sens pour passer. Et ce faisant, il allait faire surmouler les rayures à la balle. On s'est rendu compte très vite que ce pion n'était pas fondamentalement utile et que les gaz pouvaient faire exactement la même chose, mais pour moins cher. Pas d'inquiétude, on va en reparler. Alors, à noter deux choses importantes. La première, c'est ce que je vous promets depuis l'épisode sur le 1836. La Minier n'est pas une balle à compression. Si, je vous jure, je vais vous expliquer, accrochez-vous. Le seul problème du terme à compression, c'est qu'il englobe deux types de balles et que ça fout le dawa dans le cerveau des gens. En fait, la balle Minier est une balle à expansion. La vraie balle à compression, c'est celle que je vous ai montrée pendant l'épisode sur le 1836. C'est celle qu'on compresse avant le tir. La balle Minier, elle ne se compresse pas, elle s'expanse, bordel. C'est donc une balle à expansion. Vous savez d'où ça vient, ça ? Il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent aux armes de la guerre de sécession qu'il y a des gens qui s'intéressent au système à chambre réduite. Et du coup, il y a longtemps, là, lors des premières études sur le système Minier, les gars, ils se sont dit « Ouais, compression, ouais, ça le fait bien, ouais. » Parce qu'ils ne connaissaient pas les vrais systèmes à compression. Ça m'énerve, mais d'une force. Mais qu'est-ce que ça m'énerve ? Pas que les anciens aient choisi ce nom-là, mais qu'on n'ait jamais corrigé depuis. Oh putain, depuis les premiers cahiers de Boudriot, on aurait dû corriger. Et c'est sûr qu'en commentaire, je vais me faire allumer parce que je l'ai dit. Mais putain, sans moi, la vérité serait jamais venue. Zai. Elle n'est jamais venue, zai. Bon, sinon, on pourrait dire à compression initiale et à compression intermédiaire. C'est pas idéal, mais si vous voulez. Là, ça se comprend. Mais par pitié, ne dites plus à compression tout court pour parler d'une Minier. Et donc, pour revenir sur le sujet, cette balle sera reprise après pour devenir notre modèle 1854, sans le pion. Et ensuite, toutes les suivantes, jusqu'à la modèle 1890. L'autre truc important à noter, c'est que Minier n'est pas l'inventeur de cette balle. Il est plutôt son perfectionniste. Ce sont en fait les capitaines français Montgomery et Delvigne, celui du 1873, qui propose dès 1826 une balle qui peut surmouler les rayures comme ça. Quant à la forme, la conicité de cette balle, en fait c'est un Anglais, John Norton, qui l'a déjà définie en 1832. Ça, c'était la première des idées de Minier, la balle. Maintenant, la seconde est peut-être la plus importante, surtout si on parle de ce truc-là.
C'est le résultat de ces calculs qui voudrait qu'avec la poudre disponible à l'époque et qu'on avait une furieuse tendance à vouloir fourrer dans toutes les armes qu'on avait, la longueur idéale du canon, c'est 33 fois le calibre. 33 fois le calibre du plat de rayure. Et en l'occurrence, 40 cm tout pile. Ou, selon le convertisseur en unité French Grenier développé par Replace, merci à lui, lien dans la description, 5,12 musaraigne étrusque. Allez, je vais m'accorder le privilège de tirer quelques coups avec cette arme fantastique et très très rare. Par simple honnêteté intellectuelle, je tiens à signaler qu'aujourd'hui je serai en charge réduite. Je vous expliquerai après pourquoi. Et je vous expliquerai aussi comment on est censé faire si on n'est pas aussi précautionneux. Donc, casque, lunettes, amorce, semoule, poudre, balle, et j'ai oublié la baguette. Bon, bah écoutez, essayons, hein. Essayons. Je sais pas, c'est le premier. Attends, caméra en cible, s'il vous plaît. Alors vous inquiétez pas, hein, il y a 3 petits trous en cible, c'est ceux de l'épisode précédent. On peut pas les confondre. Amorce, et allons-y. Espérons que ça me saute pas à la gueule. C'est tout ce que je demande, sincèrement. Oh sa mère, le délai. Waouh, j'ai flinch comme un tarbat. Bon, je devais avoir probablement un peu d'huile ou quoi, machin, c'était un long feu, mais... Oh, ça m'a fait peur. Ça m'a fait très peur. Ne fumez pas les enfants. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est mal. Ouais, alors j'ai eu un beau long feu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai fait de la fumée, ça je suis au courant. Ah, pas mal, Pas mal. Bon, je regardais si je trouvais la balle, mais non. Ok. Bon, alors maintenant que je sais à peu près comment ça se passe, recommençons. Putain, mon système marche. Bah dis donc, ça te fait un coup de jeune, toi, hein, depuis le temps que t'as pas dû connaître le feu. Et c'est reparti. Ah. Merde. Bon. Restons en place. Ça pourrait tout à fait être un long feu. Ne jouons pas les cons. Alors oui, hein, quand vous avez un coup qui part pas comme ça, restez 30 secondes minimum en cible. Il y en a qui disent 15. Moi je dis toujours, bretelles et ceintures, c'est mieux que les chevilles sur les genoux. Non, le pantalon sur les chevilles, pardon. Restez encore un peu dans une direction sûre. Tentez d'en remettre une. Et priez nos saints, nos dieux que ça parte. Par pitié, quoi. Ah, par pitié. Réessayons. Allez, petit long feu quand même à chaque fois. Il faut que j'affine un petit peu ma charge. Je pense savoir d'où ça vient. C'est impressionnant. Pardon, ce long feu m'a perturbé. Je devrais, franchement, je devrais sauter au plafond de joie là. C'est marrant, on sent la chaleur se changer au fur et à mesure de l'épaisseur du barreau parce que c'est un barreau conique. Et vous voyez, là il est froid, là il est tiède, là il est un peu plus tiède, et là il est chaud. Refaisons-nous un coup. Alors, de nouveau, amorce. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. Hein. Chien, percuteur, on en reparlera, et la cheminée est là. Donc on met une jolie amorce de guerre, une 1081 dessus. Hop, on repousse, et c'est reparti. Ah ouais, ça marche mieux d'un coup. Putain, ça pousse hein, quand même un peu. Wow. Ça marche mieux, je vous expliquerai après d'où venait le problème. Car si je l'ai identifié si vite, c'est parce que je suis vraiment pas le premier à passer par là, n'est-ce pas? Voilà. Oh,
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je veux voir ce que j'ai fait. Et ben, si vous me demandez ce que j'ai fait un truc merveilleux. J'ai tiré avec une arme extraordinaire. Une arme... Oh là là. Non, vraiment, je suis moi-même étonné du privilège que j'ai. Alors, on est bien d'accord, hein, je me le suis créé tout seul, hein, mon privilège, mais quand même. C'est... Sans vouloir être désobligeant, c'est quand même pas dégueu et c'est quand même pas tout le monde. Bon, du coup, ce fusil d'essai Cordier Minier. Commençons déjà par le fait qu'on peut pas l'appeler le modèle Cordier Minier. Le terme modèle n'est pas adapté parce qu'il a jamais été adopté. Adapté? Vous voyez la corrélation? Il est d'autant pas adapté que c'est le foutoir complet. Vous avez pas idée, mais vous allez vite voir. Il y a eu 2 types de Cordier Minier. Mais en fait 3. Mais en fait 5. En France, au début, il avait pas de modèle et c'était pas prévu de lui en donner un. Bah ouais. C'était un modèle d'essai strictement réservé aux yeux de la commission et qui n'était pas destiné à être connu du public à la base. C'est pour ça que pour le premier type, il n'y a jamais eu de brevet déposé en France. Personne n'était censé savoir. En revanche, pour ce même premier type, Minier a pris 2 brevets identiques en 1855, un en Belgique et un en Angleterre, au Royaume-Uni. Pour la bonne raison que des observateurs amis de ces 2 pays-là séjournaient fréquemment à l'école normale de tir. Et il aurait pas fallu qu'un petit margoulin voit ce truc-là et se dise « Allez, go, je vais le déposer chez moi ». Non, il n'y a pas de piqueur d'idées à l'école normale de tir, ça ne se fait pas. Ce premier brevet, donc anglais et belge, mais c'était le même en France, et donc ce premier type était à armement et à percussion par le dessous, et il y avait en fait une grande tringle qui était planquée dans le bois. Il n'y avait que 2 ergots qui dépassaient, un ici et un là, et le ressort principal, celui de la percussion, c'était un boudin. Un hélice, comme on disait à l'époque. Le second type, qui est enfin protégé par un brevet français de 1860, est toujours à percussion par le dessous, il y a toujours 2 ergots d'armement, mais cette fois, les 2 attelles, vous voyez, il y en a une ici et l'autre là, apparaissent, elles sont reliées au bois, mais elles ne sont pas reliées entre elles. Le troisième type, c'est une addition de 1861, il va prendre l'attelle inférieure et il va la rallonger jusqu'au pontet pour qu'elle puisse prendre appui dessus. Et c'est visiblement à partir de là qu'on assiste au divorce entre Minier et Cordier. Ce dernier fait cavalier seul, mais il continue quand même de payer les royalties à Minier. Je le savais, j'aurais dû écouter ma mère de toute façon. Mais c'est ça, bon vent, et puis t'oublieras pas de payer la pension, hein. Le premier type de Cordier tout seul, et donc le 4e type tout court, reprend toujours la percussion par le dessous, mais il la limite à un seul ergot d'armement. Et cette fois, c'est un ressort à traction, c'est plus un ressort à compression. Le 5e et dernier type de Cordier Minier, et donc le 2e type de Cordier tout seul, et ce sera celui-là, et il sera protégé par un brevet de 1862 en France. Parlons quand même un petit peu du fusil en lui-même. Il fait 1,23 m de long. C'est à peine moins qu'une carabine 1859. Donc on est quand même dans des proportions qui sont déjà connues, mais courtes. Il a donc un canon qui fait 40 cm de long, comme je vous l'ai dit, 33 fois le calibre. Ce canon-là est rayé de 4 rayures plates, au pas de 65 cm. Elles font 4,7 mm de large, et surtout, elles ont une profondeur progressive. Ouais, elles divisent leur profondeur par 3 entre le tonnerre et la bouche. Sur le côté, vous l'aurez vu, un colossal percuteur de 47 cm de long, sachant qu'il y en a eu des plus ou moins longs selon les types. Et il fait la liaison entre un chien qui a une forme tout à fait classique, mais qui n'a pas de nez, et une grosse cheminée, une cheminée de guerre, donc la cheminée tout à fait standard de nos réglementaires français. Parmi les 4 premiers types, il n'y a aucune arme survivante répertoriée pour 2 d'entre eux. Et pour les 2 autres, à part les armes de présentation, il n'y a rien. Ce dernier type-là, en revanche, il y en a plus, mais c'est une arme rare. Très rare. Pas très prisée, parce qu'elle part pas à des prix de dingue, mais très rare. Et figurez-vous que même sans vous ennuyer, je peux vous partager le résultat de mes recherches, car j'ai répertorié tous ceux existants. Tous ceux connus dans le monde à l'heure où je parle. Hein. On ne parle pas de ceux qui sont planqués au fin fond des armoires et compagnie et compagnie. Alors, les connus, on a le numéro 19, le numéro 28 qui a été vendu aux US, puis qui est revenu en France. On a eu le 85, c'est le 2e plus beau. On a eu le 245, le 400, le 431... le 563 qui a été vendu aux US il n'y a pas longtemps, le 649 qui est le plus beau connu à l'heure actuelle, qui est en France et qui visiblement est entre de bonnes mains, le 723 qui a été vendu aux US, le 727 qui a été vendu aussi aux US mais qui est revenu en France, le 844, le 991, c'est le mien, c'est le 3e plus beau, et le dernier numéro connu c'est le 999, donc le dernier numéro tout court d'ailleurs, qui a été vendu en Allemagne. On rajoute à ça un numéro inconnu, et ça fait 14 en tout. Ça fait fort peu. Ça fait fort peu, même si on compte peut-être...
allez, mettons, soyons très optimistes, une centaine d'exemplaires qui seraient planqués dans je ne sais quel tiroir, dans je sais pas quel marchand ou quoi. Peut-être même plus. Mais enfin, 14 connus. Ça fait très peu quand même. Allez, on va tirer un petit peu. Pour ne rien vous cacher, maintenant que je sais à peu près, hein, comment il se comporte et comment il faut le traiter, eh ben ça fait envie. Hein? On va pas se mentir, ça fait très très envie. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parlons vrai 2 minutes. Enfin putain. Pour moi en tout cas, c'est délirant même. Ah, je suis impressionné. Et très franchement, très très content qu'il fonctionne presque aussi bien. Enfin non, le départ c'est pas de sa faute, c'est moi. C'est moi qui ne sais pas comment il faut le gérer. Comment il faut prendre soin d'un cordier minier. Mais il fonctionne méchamment bien, je trouve. Alors, les organes de visée sont pas mal du tout. Ils sont un peu à plat et donc il faut vraiment se baisser, mais pas trop. Ah, le flinch. Ok, posons-le. La direction est toujours sûre. Nous n'enlevons ni notre casque, ni nos lunettes. Nous attendons. Ok, réessayons. Ben voilà, ça marche bien. Vous voyez, quand je vous parlais d'émotion, c'est pas une blague, hein. Alors, c'est pas l'arme. Elle fait pas peur, cette arme. Et je vous expliquerai après pourquoi. Elle n'a pas été conçue pour, mais c'est tout comme, quoi. En revanche, ça fait des trous, mais de... Oh, la vache. Ça fait des trous de Rocco Siffredi. Pardon, il y a des enfants qui regardent. Non, il n'y a pas d'enfants qui regardent, vous devez être majeur pour regarder. Commencez pas à me faire chier. Recommençons. Ce qui me fait le plus chier, c'est que je vais finir ce tournage un peu tard et que il va falloir que je nettoie de nuit. Car nous sommes fin février et, ma foi, la nuit tombe encore relativement tôt. Ça me casse les couilles, mais c'est comme ça. Alors, pour ce coup-là, je vais essayer de me... J'ai pas mis la poudre. J'ai pas mis la poudre! Ah, c'est dans ce genre de cas que j'ai envie de me fracasser la tête contre les murs. Quel con! Mais... Oui, mais ton chéri, il est con. Oh non. Attends, je vais quand même vérifier. J'ai oublié de mettre la poudre. Bon, bah écoutez, c'est un accident qui arrive et qui leur arrivait aussi à l'époque. Donc, je vais essayer de me démerder, mais... D'autant que j'ai vraiment plus le matos pour gérer ce genre de problème. J'ai tout laissé à la tour. Allez, vas-y. Par pitié, dis-moi. J'ai oublié la poudre. Ah, quel con! Adrien, t'es un demeuré, mais un demeuré de l'espace. J'ai jamais vu un truc pareil. Putain, comment je vais faire? Later. Much later. One eternity later. Ok, ça a l'air d'être bon. Je sais pas. Je pense que je me suis débarrassé de la balle, mais... Parfois, je me désespère. Mais c'est un truc qui arrivait assez souvent à l'époque. C'est, oui, dans la folie du combat, machin, tout ça. Tu oublies assez souvent que ta vie dépend de ce machin. Mais comment est-ce que je suis encore plus haut à chaque fois, là? Faut m'expliquer, j'ai visé plus bas. Comment ça fait? C'est peut-être parce que le canon chauffe? Je sais pas, hein, c'est vraiment censé être une arme précise. Tous ceux qui l'ont eu en main attestent que c'est un truc précis. Allez, rebelotons. Une dernière fois. Comment ça? Merde! Cette fois, j'ai tout mis. Mais comment ça? Putain! Kopftami! Putain, mon système marche. Alors pardon Choupinet, mais là tu commences à me fatiguer.
Non, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris, j'avais une obstruction de la cheminée que je n'avais pas vue parce qu'elle était toute noire. Et bah, c'est dans l'ombre. C'est comme battement. Alors, donc... Quoi? Mais quoi? Mais comment? Oh... Eh ben écoutez, c'est pas grave, finissons l'histoire, hein. Puisqu'on n'a plus que ça. Non, bah écoutez, hein, ce sont les aléas du direct, hein. J'ai réussi à le faire marcher 5 coups. Déjà pas mal. Mais en revanche, il faudrait quand même que je me démerde pour sortir cette putain de balle de là où elle est, parce que non. C'est embêtant. C'est embêtant, je vais pas vous le cacher. Alors, à l'origine, la balle avait un calibre de 11,7 mm. Pesait 32 grammes et la charge c'était 5,2 grammes. Tout ça c'est bien beau, mais il va falloir arrêter de rêver et voilà la triste vérité, cette arme n'a jamais été adoptée, pas plus que sa balle. Ce pour plusieurs raisons que je m'en vais vous exposer. Déjà, la balle en elle-même est loin d'être parfaite et elle est trop complexe. Vous vous souvenez, ce pion là en forme de dé à coudre et en fer, son ajustage au cul de la balle était obtenu à la main. Déjà que de nos jours, les machines sont infoutues d'avoir un résultat constant sur la durée. Alors une main humaine, pareil, lors du chargement, t'avais intérêt à tout bien positionner comme il faut, parce que le moindre écart, la moindre torsion, tout ça, et c'était le massacre. Ensuite, le surmoulage des rayures par la balle était pas constant de toute façon. Et ce, pour une raison toute con, ce pion-là, il est en fer. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Et le fer, ça rouille à la vitesse d'un TGV. Et si ça rouille, c'est bien possible que ça se bloque dans la balle. Parfois, le pion bougeait pas du tout, et donc ça surmoulait que dalle. Parfois, il avançait tellement vite qu'il sectionnait la balle en deux. C'est bien pour ça que ce pion de fer a fini par disparaître. Il avait trop d'inconvénients. Maintenant, l'arme en elle-même aussi a plein de défauts. Je pense que vous en êtes rendu compte. Et figurez-vous qu'ils découlent initialement tous de la configuration du canon. Oui, ce canon court, très déporté vers l'avant, il est monté à vis. Et cette grosse vis là, grosse, au fur et à mesure des coups, elle prend fatalement un jeu énorme, d'autant que, en fait, elle est pas si épaisse que ça. Vous le voyez de l'autre côté, c'est relativement fin quand même. Hein. Et donc forcément, en prenant du jeu, ça va finir par désaxer le canon. Or, ton guidon qui est monté au bout de ton canon, et ta hausse qui est absolument pas montée sur le canon, elle... ils vont finir par plus se regarder et tu vas finir par tirer dans les coins. Autre raison pour laquelle elle n'a pas été adoptée, c'est que c'est un fusil à chargement par la bouche. Et le chargement par la bouche, c'est long. Quand t'as le temps de tirer 4, 5, 6 coups dans une bataille, c'est déjà beau. Et donc le reste, ça se fait au corps à corps, avec une baïonnette. Et c'est pour ça que l'arme est proportionnée bizarrement. Pourquoi ce canon super court et une monture super longue? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il soit si long que ça? Tout simplement parce que le canon court, balistiquement, c'est une super idée. Il fallait ça. C'était l'idée de base. Mais l'arme devait quand même être longue, parce que même au bout d'une baïonnette, faut se mettre à l'abri déjà des baïonnettes d'en face, mais aussi des sabres. Il faut que l'arme soit suffisamment longue avec la baïo au bout, pour que toi, tu sois à l'abri. Que tu sois pas à portée. D'ailleurs, vous remarquez que Cordier n'a même pas prévu son montage à cette baïonnette, parce qu'il savait d'office que ça poserait des problèmes. Comme l'arme, au standard de l'époque, est quand même relativement courte malgré tout, il aurait fatalement fallu une baïonnette très longue pour compenser, et donc une baïonnette très lourde, qui déjà n'aurait pas arrangé le problème naturel de jeu que prend cette vis. Mais en plus, mettre un coup là-dedans, là c'est terminé, hein. Le canon il est désaxé en 1-2 coups et encore. Et ça, c'était la baisse directe parce que l'état-major ne pouvait pas accepter une arme qui avait pas de baïonnette. C'était pas envisageable à l'époque. C'était pas dans l'air du temps, si vous voyez. L'autre raison pour laquelle il fallait une arme assez longue, c'est parce que le feu se faisait sur 2 lignes. La première devant à genoux, la seconde debout derrière. Vous voyez le problème ou pas? Cette cheminée là, très en avant, quand je me pose comme ça, elle est juste au-dessus de la gueule de celui de devant. L'explosion de l'amorce juste au-dessus des trognes de la première ligne là, je vous raconte pas comment ça devait être agréable pour eux. Bon les gars, vous déconnez pas trop, hein, parce que j'ai la tête juste en dessous là. Hein. Ah dis donc, qu'est-ce que ça aurait été si j'avais rien dit? Second défaut majeur, et c'est à cause de lui qu'on n'a pas pu faire le dernier coup, la cheminée canalise l'explosion dans le canal de percussion.
C'est un petit tuyau, si vous voulez, qui va de la cheminée jusque dans le canon où il débouche. Comme absolument toutes les armes à percussion. Sauf que contrairement à toutes les armes à percussion, ce canal débouche en tête de charge. Ça vient d'un concept de l'époque qui exposait que si la mise à feu se faisait par l'avant de la charge, elle ne pouvait pas échapper à l'inflammation parce qu'elle était coincée de l'autre côté par le bouchon de culasse. Mais c'est surtout très emmerdant, parce que pour nous, tireurs, ça veut dire qu'il est quasi impossible de faire convenablement une charge réduite. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis de la semoule au fond et la poudre par-dessus, ce qui est loin d'être idéal. C'est très suboptimal, pour ne rien vous cacher. Mettons la charge normale, c'est ça. Bon, là le canal débouche bien dessus, tout va bien. Mais si tu fais une charge réduite, bah là il y a la balle, et si le canal débouche sur la balle, l'étincelle elle va mettre le feu à mes genoux. Et là, en l'occurrence, je me suis gouré parce que ça doit être le cas. Et je suis très très dans la merde là, parce que... Merde. Et c'est pas que mon problème à moi, il existait déjà à l'époque, pour la simple raison que la charge de poudre, elle peut pas varier. Et si par hasard, pendant que t'étais en train de déchirer ta cartouche, là, et de la mettre, on te bouscule et que t'as la moitié de la poudre par terre, t'es niqué. Mais à l'époque, dans l'absolu, ça veut surtout dire que la charge d'origine, qui est de 5,2 grammes, comme je vous l'ai dit, a tout loisir de fatiguer l'ensemble. Et figurez-vous que c'est une arme fragile, surtout au niveau du bois. Et là, vous le voyez bien, au niveau du chien, c'est particulièrement entaillé. Au niveau des attelles, c'est aussi très très fin. La proportion bois-métal est pas très heureuse. Enfin, on va dire que le tir est plutôt fatigant. C'est pour ça que j'ai le dos en compote, parce que l'arme est équilibré très très vers l'avant, c'est abominablement lourd de l'avant ce truc. Pour vous donner une idée, voilà, c'est équilibré là. Il y a quand même beaucoup de trucs à l'avant là. Hein. D'après les rapports qu'on a de l'époque, la percussion n'était pas fiable non plus parce que ce très long canal de percuteur est très sensible déjà au gonflement du bois, qui est une matière vivante, hein, donc elle bouge. Et d'autre part, à l'insertion de corps étrangers, de la boue, de la poudre, du n'importe quoi, qui peut aller se coller dedans et ralentir suffisamment le percuteur pour que ça ne fasse pas péter l'amorce. Voilà. Ah si, non, en fait. Non, pas voilà. Cette arme, elle a pas de baguette. Bah si, elle a une baguette. Attendez. Attention, cascade réalisée en vitesse réelle. Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Elle est là. Elle est là, la baguette. Quoi de mieux vraiment que de faire une arme qu'il va falloir démonter en permanence pour récupérer la baguette? Et quoi de mieux que faire un percuteur qui va aller s'occuper de bourrer toute la merde, les résidus de poudre, déglinguer du plomb et avec laquelle on va bien sûr taper comme un bœuf? Quelle idée géniale! Ah vraiment, c'était... Fallait y penser, hein? Vous voyez, quand je vous dis que l'idée en théorie se marie pas toujours avec la pratique. Avec tout ça, autant vous dire que l'armée en a pas voulu, hein. Et les créateurs, pourtant sûrs de leur concept, ont eu énormément de mal à écouler les 999 exemplaires dans le civil. Parce que, spoiler, même les civils, ils en voulaient pas. Même pour aller flinguer Maman, non, ça c'était... Non, ça n'allait pas. Pourtant, bon, les essais de tir à l'époque ont été prometteurs et moi-même, Bon, c'est pas terrible, mais c'est moi. Mais tous ceux qui ont eu ça en main peuvent attester que c'est une arme quand même pas mal précise, avant qu'elle commence à avoir ces petits problèmes structurels. Donc c'est sûr, c'est une arme précise, hein. En plus, elle était obsolète à sa sortie. Ah, c'est vraiment pas de bol. Là, c'est le sorti s'acharne, hein. Parce qu'en fait, les Drez, les Henry, les Spencer, ils existaient déjà tous quand c'est sorti ce truc-là. Ah, c'est vraiment pas de cul. Ça n'a pas été complètement inutile, ceci dit, parce que les essais et les calculs théoriques de Minier ont servi à démontrer l'absolue nécessité d'arrêter d'utiliser une poudre unique pour tout. Et notamment, grâce à lui, le chasse-peau a pu bénéficier de sa poudre B. B comme boucher, hein, ça n'a rien à voir avec la B qui deviendra la V après. C'est une poudre en or, pas une poudre vive. Mais voilà, le chasse-peau a quand même dû sa bonne précision à des essais
et notamment à celui-là, en très grande partie à celui-là. Le commandant Minier aurait milité pour qu'on utilise son fusil comme arme d'instruction. Comme effectivement, je le tiens dans l'autre sens pour que vous vous rendiez compte, les jeunes recrues auraient été très très loin de l'explosion de l'amorce et à une distance normale du feu, de la flamme en sortie de bouche, ça aurait aidé à éviter une anticipation du recul, une peur, une inquiétude, ce que vous voulez. C'est une histoire qu'on trouve pas mal dans la littérature anglo-saxonne, mais soit c'est une pure invention, soit ça n'a vraiment, mais alors vraiment pas marché. En tout cas, il n'y a pas de document précis qui indique ça pour l'instant. Peut-être, mais pas pour l'instant. Voilà, écoutez, ça a été un immense privilège de vous montrer ça, même s'il a moyennement marché. Écoutez, c'est comme ça. Et déjà, on a pu faire des tirs, ce qui est formidable, moi je trouve. Je vais aller me démerder pour déjà déboucher ce putain de canon. Là, le desktop pour plomb n'existe pas encore, donc il va falloir que je me le débrouille autrement. Et puis après, il va falloir le nettoyer. Ça aussi, ça va être grand bonheur, je sens. Mais bon, d'ici là, je vous souhaite à vous une excellente soirée avec les mains propres. Mangez des légumes, buvez de l'eau. On se dit à très bientôt pour une prochaine arme réglementaire délicieuse. Bisous, je vous aime fort. Ciao! Avion! 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 Je sais pas si ça bat les ailes, les avions. Je sais pas si ça bat les ailes, mais je suis sûr que ça me pète les couilles. Bonjour! Je suis Monsieur Cordier. J'aime votre idée. Et j'ai des mains. Paix et amitié sur vos peuples. Ensuite, j'ai passé personnellement beaucoup trop de temps avec des gens incapables de mettre un tout. Je le savais! J'aurais dû écouter ma mère de toute façon! Eh ben c'est ça, bah t'oublieras pas. Oui bah c'est ça, bah t'oublieras pas de payer la pension, hein. Eh ben c'est ça, bon vent, bah t'oublieras pas de payer la pension. Putain. Eh ben c'est ça, bon vent, et puis t'oublieras pas de payer. Putain.